Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Merci de votre sympathique attention accordée à Congo Web Télévision. Le magazine est consacré essentiellement au processus électoral. Nous sommes, pour ce premier numéro, nous recevons pour vous un invité qui n'est pas présenté. Il s'agit de Norbert Yamba Yamba. Il est président de la Nouvelle Vision Panafricaine, ancien conseiller politique, économique, financier et audit de fait président Tshisekedi, également ancien secrétaire général du Fonds citoyen pour la République et consultant international en développement durable. Bonsoir, bonjour, monsieur Norbert Yamba Yamba. Bonsoir, bonsoir Marcelin. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce premier numéro de l'émission En marche vers les élections. Nous parlons essentiellement processus électoral dans ce magazine. Ma première question, nous sommes à 8 mois de la tenue des élections et dans l'opinion, un nouveau concept, la machine à voter. Vous avez à dire sur la machine à voter? Merci Marcelin pour l'opportunité que vous m'offrez de parler du processus électoral, parce qu'en réalité, la situation de notre pays est devenue gravissime au point que notre peuple ne sait à quel se vouer. Et aujourd'hui, plus que jamais, les gens pensent que les élections deviennent finalement l'espoir, j'allais dire l'espérance de tout un peuple. Malheureusement, il y a beaucoup de douleurs d'enfantement qui véritablement font que les acteurs politiques ne s'entendent pas, notamment autour de cette question de machine à voter. Il est vrai qu'il y a deux tendances qui se dessinent. Il y a la tendance qui pense que la machine à voter est un processus numérique qui permet de faire avancer rapidement les choses, étant donné que le temps est relativement court et qu'il y a un moyen pour une rapidité quelconque qu'on puisse aller vers cette machine, cette intelligence artificielle. Et cette opinion est soutenue par la CNI et renforcée par la mouvance présidentielle que je considère comme une sorte de convergence d'intérêts. Mais il y a une autre opinion, pas la moindre, c'est l'opposition et la plupart des organisations de la société civile qui pensent que on ne change pas les règles du jeu en cours du jeu. Le cycle 2006-2011 a été organisé de manière que les élections ont été manuelles et que les dépouillements ne posaient pas problème. Mutandis pour le cycle 2011-2016. Maintenant, pourquoi on introduirait naturellement la machine à voter qui ne se retrouve même pas en termes d'activités prévues dans les calendriers électoraux? Il va de bon en loin que cette machine soit écartée de telle sorte qu'on puisse organiser véritablement les élections apaisées. Cette version est même renforcée, non seulement par le porte-parole des États-Unis, j'avais entendu Madame en parler aussi aux Nations Unies, la même version renforcée, même par le gouvernement coréen qui ne voudrait pas endosser la responsabilité au vu de ce qui peut advenir comme problème qui vont surgir autour véritablement de cette machine. Tout compte fait, les acteurs ne s'entendent pas. Or, la CNI, en principe, a été mise en place par la volonté des acteurs, à la fois de l'opposition et de la majorité, qui estimaient en réalité que le ministère de l'Intérieur, qui, en principe, a prérogative d'organiser des élections, faisait partie d'un camp. Et que cela n'était pas suffisamment impersonnel pour rassurer les uns les autres. Il fallait un organisme censé être indépendant, renforçant, mettant en place les représentants des uns et des autres pour que les élections soient apaisées. Malheureusement, la CNI se considère aujourd'hui comme un organisme à part qui a droit de faire ce qu'elle veut. Les acteurs ne s'entendent pas autour d'une question. Au lieu d'aller dans la direction d'avoir un consensus, la CNI pense qu'elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas avoir sommeil si elle n'organise pas véritablement ces élections au travers
c'est pas cette machine à voter que ce d'aucuns considèrent comme une machine à tricher. Donc, à toute sincérité, moi, personnellement, j'estime que parce que cela apporte un doute, parce que cela dramatise des relations politiques, parce que cela pousse déjà même à des contestations avant que les élections ne se réalisent, la meilleure des façons, c'est de pouvoir mettre de côté cette machine et qu'on revienne véritablement à l'ancien système, encore que, bon, on sait qu'on se mette d'accord tous dans le cycle prochain que l'on puisse utiliser la machine. C'est vrai, vous avez soulevé des tendances. Il y a ceux qui soutiennent la machine à voter et il y en a ceux qui doutent des failles, probables failles qu'on pourrait enregistrer avec cette machine à voter. Mais au-delà, la Commission électorale nationale indépendante a donné une certaine garantie sur l'aspect technique, mais aussi il y a une autre question. Question timing, il y a des contraintes liées au facteur temps. La CENI vous dit si nous voulons organiser des élections en 2018, décembre 2018, et la date est fixée déjà pour le 23, il faille passer par la machine à voter. Vous ne voyez pas que si l'on se met aujourd'hui à revenir sur l'élection avec des papiers, on risque de gagner plus du temps, ce qui n'est pas accepté par une opinion aussi considérable. Gagner du temps, pourquoi? Gagner du temps, pourquoi? Vous savez qu'il n'y a pas que ceux qui sont à la CENI, notamment son président, qui est le plus grand expert que l'on connaît en Afrique ou au Congo. Nous avons tous été à l'école, il y a des spécialistes, des gens qui connaissent mieux que lui par rapport à cette question électorale. Vous croyez quoi? On est des imbéciles? Même si l'intention c'est de pouvoir imbéciliser les gens? Ah mais non! On vous dit que les gens ne sont pas rassurés par rapport à cette question. On ne fait pas la démocratie avec 1 ou 2% de la population. On fait la démocratie avec 100% de la population. Au moins qu'on dépasse ne serait-ce que 50%. Aujourd'hui, cette question électorale qui est liée à la machine à voter pose problème. La manipulation, le nombre de machines achetées, la manière où l'on va faire. Vous savez, on aura plus de 80 000 bureaux de vote. Il y a des partis qui ne seront pas représentés. On va faire quoi? On veut nous amener à un bourrage? Parce que c'est une imprimante. Mais d'aucuns disent c'est l'imprimante. Mais écoutez, l'imprimante ne fonctionne pas de manière autonome. Il y a une sorte d'intégration avec un logiciel qui commande l'imprimante. Comment va-t-on faire dans des endroits où il n'y aura pas de représentants des partis politiques? Autre que ceux qui sont soutenus par la CENI. Et la CENI a beaucoup parlé de l'argent. La CENI reçoit de l'argent. Vous savez, même au niveau des chancelleries, j'ai suivi le rapport des amis de l'Observatoire pour la dépense publique, pour les dépenses publiques. Ils ont fait sortir un rapport où 75 millions de dollars ont été versés à la CENI par les chancelleries. Il n'a jamais été question de comptabiliser cela. Justement, il y a... Parce que tout le temps, excusez, tout le temps, il y a la question de la contrainte ou des contraintes financières. Vous savez que la CENI avait posé des conditions. Il faudrait qu'il y ait des moyens à temps, selon les chronogrammes bien fixés par elle. Et elle pense également que ça pourrait économiser, l'utilisation de la machine à voter pourrait économiser, étant donné que la République démocratique du Congo n'a pas assez de moyens. Vous savez, moi, ce qui m'inquiète comme panafricaniste, ce qui m'inquiète, c'est que le Congo n'a pas pris la hauteur de ce qu'elle représente en termes de valeur intrinsèque pour le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons 5 régions. Il y a le Nord, et vous voyez les nordistes, comment ils se battent à longueur de journée autour de l'Égypte comme locomotive pour booster. L'Égypte, l'Algérie, le Maroc aujourd'hui sont des émergents. La Tunisie, ils se battent à longueur de journée. L'Égypte a aujourd'hui plus de 310 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Il y a des TGV, il y a des Trémiwi, il y a des grands projets opérationnels. Moutandis, pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Mais tout cela passe par la stabilité politique. Bien entendu, je m'excuse beaucoup, je suis en train d'avancer. Vous allez au Nigeria,
La même chose, la Nigerie a connu des récessions économiques, mais il est resté à 500. Il est resté à 520 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Aujourd'hui, il y a des rails pour TGV. Aujourd'hui, des tramways. Les villes sont en train d'être modernisées. Non, mon ami. Vous allez en Afrique du Sud. 30 seulement de gens sont pauvres. 70% ont déjà. C'est pas affranchi de la pauvreté. On ne veut pas parler des aéroports, on ne veut pas parler des routes, on ne veut pas. L'Afrique du Sud, il draine autour de lui le Botswana. Et vous savez, le Botswana aujourd'hui, c'est parmi les miracles. Mais est-ce que cela n'est pas... Il faut que je termine. Rapidement, parce que vous donnez des exemples, c'est vrai. Mais quelque part, c'est la classe politique qui est plus dans le débat sur la machine à voter, alors que de l'autre côté, la CENI tient à organiser les élections dans le temps, peut-être pour donner légitimité à la nouvelle classe ou à ceux qui pourront gagner les élections, afin de régler toutes ces questions. Non, j'étais vraiment en train de terminer en se disant qu'à l'Est, il y a l'Éthiopie qui était autrefois un pays affamé. Aujourd'hui, avec 105 millions d'habitants, l'Éthiopie dispose d'un premier parc éolien en Afrique. Premier barrage, le barrage de la Renaissance, qui dessert l'électricité sur l'ensemble du territoire, etc. 6 000 mégawatts. Et nous avons la pompe constatée de 100 000 mégawatts. Et vous avez en Afrique centrale, c'est le Congo-Kinshasa. Mais le Congo-Kinshasa n'a que 40 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et donc l'Afrique est bloquée à cause du Congo. Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta à l'époque, Lumumba, ils ont estimé que la capitale des États-Unis d'Afrique se trouverait au Congo. Pourquoi l'élite politique et intellectuelle ne prend pas conscience de ce que cela représente en termes de ses valeurs? On dit non, mais pour que nous ayons une bonne élite, que ce soit une élite d'excellence, que ce soit une élite transformationnelle, il faut organiser les élections. Et la CENI s'est mise à complicité dans une sorte de duplicité, de complotation, à organiser des élections qui vont créer des douleurs d'affrontement. Des élections qui vont véritablement créer des incompréhensions récurrentes. On veut quoi? On veut bloquer l'Afrique? On croit pouvoir bloquer le Congo? Mais c'est la honte. Parce que plus personne ne nous respecte en Afrique. Des petites choses élémentaires, que même quelqu'un qui n'a pas été à l'école primaire sait comprendre. La CENI pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Des enfants du primaire, de l'école maternelle, savent qu'il y a une sorte de convergence d'intérêts autour de cette question d'organisation irrationnelle des élections. On veut écarter les gens, on veut tromper, on veut dribbler, au travers même les fichiers électoraux, au travers même nombre de votants. Tout cela, c'est la CENI qui joue ce jeu, un laboratoire malsain. Non, mon cher ami, on veut parler vraiment des élections. Le problème n'est pas d'organiser les élections, mais le problème, c'est d'organiser des élections qui permettent de faire le choix des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté. Il me semble que ce ne sont pas ces élections qui sont organisées. On n'a pas conscience que pour quitter du nord vers le sud, pour quitter de l'ouest vers l'est, il faut passer par le centre qui est le Congo. Donc, le Congo assume la locomotive. Il me semble qu'aujourd'hui, le Congo est à genoux. Donc, mes frères de la CENI doivent réfléchir deux fois. Parce que, en voulant trop monter, Monsieur Norbert Yamba, puisque vous avez donné là les conséquences, je voudrais qu'on aille vers les conséquences. La CENI vous dit, les politiciens sont habitués au débat, nous travaillons, eh bien, il y aura élection le 23 décembre 2018 avec la machine à voter. Quelles sont les conséquences si nous allons aux élections avec cette machine? Vous savez, la CENI semble insinuer ironiquement que les politiciens aiment le débat. Mais la démocratie, c'est une gestion de contradictions. C'est un droit au désaccord. C'est la discussion, c'est les débats. S'ils n'ont pas conscience de ça, je suis désolé. Là, on est dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque, à purifier. Ça frise même une sorte d'adolescence retardée. Si on réunit la valeur intrinsèque de ce qui représente le débat sur le plan politique, on doit faire le débat. Et quand on fait le débat, c'est pour assurer la performance des institutions. Si aujourd'hui, au niveau de la CENI, on voudrait que les élections se tiennent de manière apaisée, nous en parlons. La CENI, quelle est la nature juridique de la CENI? C'est une institution publique.
Et l'institution publique doit écouter le public. Qui a toute son indépendance. Hein. Bien entendu. Il ne faut pas que l'influence de politique à tout moment revienne dans attention, l'indépendance suppose qu'on ne prend pas parti à une obédience. L'indépendance suppose qu'elle tient compte de faits rationnels qui écoutent les uns les autres, les différentes divergences, qui en fait une synthèse et qui dégage quelque chose qui permette les uns des autres de se rassurer qu'on est sur une même voie, on est sur une même piste et on est devant un arbitre qui donne l'égalité des chances à tout et chacun. C'est ça l'indépendance. Mais la force de la CENI, c'est sa capacité d'être à l'écoute des uns des autres par rapport aux propositions, par rapport aux opinions et synthétiser ces opinions pour apaiser, rassurer les uns les autres. Que vous croyez que je suis avec tel groupe, il n'est pas question. Voilà ce que nous pouvons faire. Et c'est ce qui est demandé à la CENI. Donc, brandir l'indépendance pour une institution publique, comme qui dirait qu'en fait, le nombre de personnes qui sont à la CENI représentent les Congolais dans leur ensemble et qui sont plus intelligentes que tous les Congolais et qu'on ne peut pas écouter les Congolais par rapport, encore que la CENI ne fait pas partie véritablement déjà en compétition. Vous avez évoqué la question de financement. Croyez-vous aujourd'hui que la CENI a tout le moyen parce qu'elle semble afficher la détermination pour l'organisation des élections. Déjà, les fichiers électoraux est disponible, il faut encore qu'ils soient nettoyés. Vous faites foi qu'il y a finalement élection, il y aura finalement élection et qu'il faut sensibiliser l'opinion. Depuis un certain temps, on est en train d'aller dans cette question électorale. Il n'y a pas de bonne foi ici. Les institutions ne font plus confiance, la population ne fait plus confiance aux institutions. Vous savez, il y a deux notions importantes à Sciences Po. La notion du pouvoir et la notion des institutions. Le pouvoir, c'est un régime qui arrive, effectivement, qui met en place son projet, etc. Mais il y a d'autre part les institutions, qui ont des missions originelles, qui ont des prérogatives. Et donc, lorsque les institutions ne peuvent plus agir, et que c'est le pouvoir qui donne des injonctions aux différentes institutions, ça devient un danger public. C'est gravissime. Et le pays ne peut jamais avancer. Parce qu'il n'y a pas de rempart pour atténuer la dose de ce qui représente les degrés d'imposition des pouvoirs par rapport aux institutions. Nous sommes véritablement en train de vivre cette expérience malheureuse. Vous allez voir la justice, donc, elle est robotisée à souhait. Vous allez voir toutes les institutions, même celles qui sont... Même celles qui sont d'appui à la démocratie. Vous n'avez pas de preuves que la CENI est réellement instrumentalisée par les pouvoirs. Mais je voudrais quand même que vous puissiez analyser. Nous avons déjà un fichier électoral qui est mis en place. Il faut encore, je disais, qu'il soit nettoyé. La CENI montre la détermination. Mais malheureusement, ce sont les acteurs politiques qui sont le premier compétiteur qui apparemment ne se sentent pas encore concernés par cette détermination. Ils se disent qu'il faut encore discuter sur le fichier électoral, les consorts, au lieu de sensibiliser leurs militants, d'aller vers l'essentiel. Non, les gens sont sensibilisés. Il ne faut pas prendre notre peuple de naïfs. Plus personne n'est plus dans la résignation. Je sais qu'il y a une certaine élite qui est imbécilisée, manipulée, instrumentalisée à souhait. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont compris qui sont les auteurs de la catastrophe, qui sont de la pauvreté que nous vivons aujourd'hui. Donc, vous voulez parler de l'élite, moi je parle de la société civile d'en bas. Vous trouvez des paysans, des dockers, des menuisiers, des maçons, tous ces gens, des fonctionnaires, des policiers qui en réalité sont incapables d'envoyer des enfants à l'école, qui ont besoin des hommes et des femmes d'excellence pour gérer la République de manière équitable et équilibré. Et donc, ces gens-là sont là en train d'entendre. Malheureusement, au sein de la classe politique, vous avez pleinement raison. On n'a pas l'impression qu'on a élevé les options, parce qu'il faut faire une pierre deux coups. Au même moment qu'on est en train véritablement de vouloir rationaliser le processus piloté par la CENI, c'est au même moment qu'il faut aller dans la direction de
de la purification, de l'organisation, la sensibilisation des militants et militantes autour véritablement de cette question électorale. On prend beaucoup de temps à critiquer, mais on ne s'organise pas. Même tous ceux qui font véritablement les alliances aujourd'hui, quelle est leur cartographie électorale? Comment ils se répartissent les espaces géographiques? Comment il faut la mobilisation des ressources pour arriver véritablement à booster la situation? Là aussi, c'est un déficit au niveau de la réflexion, un déficit au niveau de l'engagement, un déficit aussi au niveau des stratégies innovantes qui permettent à la société de respirer. Donc moi je pense aujourd'hui plus que jamais, on a besoin que le processus soit véritablement assumé par la CENI, encore qu'elle soit rationnelle, sortir des passions, sortir des émotions toxiques, mais que les gens s'organisent. J'ai eu plusieurs fois l'expérience, parce que j'ai exercé aussi les fonctions d'observateur électoral, etc. Vous avez quelqu'un à Bafasende en train de poser la question à Kinshasa. Kinshasa, il pose la question à Bafasende. Qui peut nous donner les résultats à Bafasende? On ne connaît personne à Bafasende. Vous allez savoir combien, encore que vous savez le pouvoir, comment il fonctionne. Vous posez la question, je ne sais pas, à Ikela. Est-ce que vous ne connaissez personne? Alors c'est maintenant, plus que jamais, que les gens se mettent ensemble, pas réfléchir autour des déclarations qui sont des incantations inutiles, des coups de gueule mégaphonés, des déclarations martiales. Ce ne sont pas ces déclarations qui permettent d'organiser. Et la société ne s'organise pas autour des déclarations. La société s'organise autour des schémas. Il faut monter ces schémas. On en a besoin des schémas alternatifs. Alors maintenant, il faut saluer. Quand vous parlez du schéma alternatif, dès lors que la CENI vous dit qu'il y aura élection avec la machine à voter, que, par exemple, pour l'opposition qui ne veut pas de l'utilisation de ces machines, il faut avoir des stratégies, d'alternatives. Que fera-t-on s'il y a élection? Il faut des scénarios. Il faut des scénarios. Justement. Il faut des scénarios. La CENI est omnibilée par une obsession de poser des actes qui doivent pousser l'opposition à boycotter les élections. Et vous savez, quand on boycotte les élections en Afrique, c'est fini, c'est parti. Et tous les actes qui sont aujourd'hui organisés, à la fois par la CENI et son partenaire stratégique, le pouvoir, etc., c'est justement poser des actes qui permettent à l'opposition de dire « niet ». Et c'est comme ça que moi je voudrais, au niveau de l'opposition, qu'il y ait une sorte de laboratoire qui fonctionne. Ne prenez pas le risque. Tout comme au niveau de la société civile, parce que la question des élections n'est pas seulement une question politique. Vous venez de dire, il y a des attentes de l'opinion. Il faut que le peuple ou la population soit impliquée réellement sur les conséquences. Nous sommes en train de vivre une époque d'imbécilisation, non seulement de l'élite politique, mais de l'élite sociale. La société civile qui aurait pu jouer le rôle des remparts. Et beaucoup de pays à travers le monde ont montré que la performance des institutions est le résultat de la capacité de la société civile à se montrer très productive, très initiative. Mais la société civile est imbécilisée au même titre que la classe politique. Soit par la part du pouvoir, par la part de l'argent, et bon, les gens se retrouvent pris dans cet engrenage-là, oubliant les intérêts de tout un peuple, oubliant, n'est-ce pas, la vision, les rêves de l'Afrique autour de la RDC qui constitue naturellement la gâchette du revolver, comme disait Franck Fanon. Et cette société civile en train de relayer la mouvance présidentielle, une société civile en train de relayer l'opposition, et parce que c'est la mouvance qui est du reste au pouvoir, a beaucoup plus de moyens. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de travail, on n'a pas d'entreprise qui crée de l'emploi, etc. Et donc tout le monde, n'est-ce pas, l'élite sociale imbécilisée, eh bien, il va vite, rapidement, pour occuper toute telle responsabilité, en relayant sous base des coups de gueule mégaphonés, disant comme si c'est le peuple qui en parlait, etc. Et ils endosseront la responsabilité devant l'histoire et les générations futures pour avoir freiné le développement de l'Afrique, pour avoir freiné l'avenir de tout un peuple. Aujourd'hui, le Congo a 80 millions. On est incapable de donner l'eau, on est incapable de donner l'électricité, les routes, d'envoyer les enfants à l'école, d'envoyer les gens se faire soigner. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'aspirine. Et la société civile va dire, ah, il y a une bonne gestion, il y a eu autant de chantiers, etc. Et pourtant, en 2035, on aura 160 millions. Si aujourd'hui on a 80 millions, on est incapable. 97% des gens sont dans le chômage. Et dans 17 ans,
on aura 160 millions. Le double de la situation de la responsabilité. On va vivre comment? La responsabilité. On va vivre comment? La responsabilité collective. Alors là, il y a le problème de la question de la date butoir, 23 décembre 2018. Croyez-vous? Mais je dois croire. Je dois croire à condition qu'il y ait rectification. N'est-ce pas? Je dirais, pas règle de jeu, mais rectification des stratégies. De part et d'autre. Si la CNI prend conscience en définitive que le pays fait la honte de tout le pays du monde. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a 10 pays puissance économique en Afrique. Tous les pays supposés être locomotives dans les 5 régions sont présents, sauf la RDC. Et la RDC est avec la Guinée équatoriale, avec l'Angola, et l'Angola, la Guinée équatoriale font partie des top 10. La RDC n'est pas là, et pourtant c'est elle qui a la locomotive au regard de ses potentialités, etc. Eh bien, est-ce que la date sera respectée? Je dis, cette date pourrait être respectée. Mais la stratégie de la CNI aujourd'hui, et du pouvoir, c'est de pouvoir pousser l'opposition au boycott. Parce qu'ils savent tous que la situation aujourd'hui de notre peuple n'a pas été réglée. Mais semble aussi qu'on a créé que l'opposition, d'une manière, n'est pas également prête. L'opposition ne semble pas être aussi prête pour ces élections. Quand on voit, ils sont plus dans la guerre des positionnements, la machine à voter, les débats, c'est tout ce qui est normal. Mais la CENI est en train d'avancer. Nous avons aujourd'hui un fichier électoral. Et bientôt là, la loi sur la répartition des sièges sera discutée au Parlement. Cette opposition risque d'être prise de pied. Tout à fait. Tout à fait. Donc, dans une société, il faut avoir des gens qui rêvent, pas des rêveries romantiques, mais des gens qui ont une perspective long-termiste, qui savent voir 50 ans, 100 ans, qui reviennent et qui embarquent les gens. Mais si des gens qui sont dans une vision court-termiste, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ils ne savent pas se poser la question, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Et après le lendemain, on fait quoi? Et que tout le monde est dans la situation de routine. On veut faire la même chose que les autres. On perd les ports. On perd les ports. On ne réfléchit pas en profondeur. Je me rappelle bien quand nous, on a été à l'IDPS, à l'époque, on était très jeunes. On était dans les cellules, dans les rues. On était dans les sous-cellules. On était dans les sections, des réflexions, des groupes de réflexion, et qui faisaient une sorte de remontée verticale et horizontale, des produits de réflexion. Où sont ces groupes aujourd'hui? Même sur l'ensemble de l'opposition en général. Les quelques rares, vous voyez, l'opposition prend place, c'était pas une proposition, c'est voilà, on se retrouve, on fait une déclaration, c'est facile d'écrire. Oui, on écrit une déclaration, des belles phrases, etc. Mais ça, c'est un enseignement bâtardisé. On a besoin de gens qui, chaque jour, on est simplement d'organiser des réunions pour écrire des déclarations, mais qui se disent, écoutez, voilà les scénarios. Vous savez, la mouvance présidentielle, j'ai compris à un moment que ces gens-là, parfois ils se retrouvent. Ils sont dans la jouissance, dans l'euphorie de jouissance, c'est vrai, mais ils prennent aussi, en buvant, en mangeant, le temps aussi de pouvoir réfléchir. Comment nous pouvons dribbler ces gens? Comment nous pouvons faire pour gagner? Et il y a des commissions, des gens, etc., en dehors des perroquets qui tout le temps à la télé, etc. Mais il y a des gens qui, en réalité, réfléchissent à longueur de journée pour dire comment nous pouvons... Monsieur quelle est la perspective pour des élections apaisées en République démocratique du Congo? La perspective des élections apaisées, dans un premier temps, il faut donner la possibilité à la mise de côté la machine, parce que ça fait l'objet de contestations, etc. Bien que la machine, en tout cas, moi, je suis de la génération Android, je ne peux pas refuser la machine. Mais je me dis que cette machine, parce qu'elle vient au moment où le jeu est en cours, ça pose problème de confiance, et parce qu'il n'y a pas de confiance, parce que nous voulons avoir des élections apaisées, et donc il faut écarter cette machine. Deuxième chose, il faut aller dans le sens de la résolution, n'est-ce pas, des accords de la CENCO, qui pose la problématique de la décrispation au travers de la libération, n'est-ce pas, des prisonniers politiques. Aujourd'hui, Jean-Claude Mouyambo est en prison, Franck Diongo est en prison, Diomin Dongala en prison, et beaucoup d'autres, n'est-ce pas, prisonniers emblématiques, et même des petits citoyens, pourquoi pas. Bon, aujourd'hui, de plus en plus, Moïse Katoumi, il y a plus
grillé photo de la personne qui était l'homme de prédilection, l'unité des mesures à la mouvance présidentielle, dont tout le monde s'en réclamait, la performance, etc. Aujourd'hui, il devient la bête noire. Il faut arrêter véritablement cette stratégie émotionnelle qui frise, j'allais dire, une sorte de pseudo-politique. Je vous remercie, Norbert Yamba d'avoir été notre invité pour ce numéro de notre magazine Marche vers les élections. Merci d'être venu. Merci bien, Marcelin. Je crois que c'est un premier numéro. Nous sommes dispo pour que de temps en temps on puisse réfléchir sur la République. Toutes mes excuses s'il y a eu des propos émotionnels qui frisent une sorte de rouleau compresseur, mais bon, c'est l'émotion, c'est vrai, parce que c'est notre pays, c'est notre plantation, c'est notre église. On a l'impression qu'il y a un îlot d'abonnants dans un océan de misère. Il faut arrêter cette dynamique pour qu'on rééquilibre la répartition des rôles afin de relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, merci également de votre sympathique attention. Nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Merci bien.